C'est maintenant le moment, enfin, on poursuit un peu notre discussion sur la classique mondiale, mais on va aller dans une autre direction un peu, c'est-à-dire un peu plus sur le côté business de la chose avec notre ami Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Écoute, je pense qu'on a déjà, à ce moment-ci, là, on a déjà des très bons matchs. Il y a déjà des très belles rivalités qui s'installent. Mais je pense que quelque chose qui est de plus en plus intéressant, c'est vraiment tout ce qui est au niveau business de la World Classic, parce qu'on est en train d'éclater les objectifs d'année en année. Cette année, on est demeuré encore à 20 équipes. Je sais pas si vous avez commencé à entendre, mais on parle d'amener ça vers 24 équipes. On voudrait plus d'équipes en Europe. Puis on parle peut-être même d'amener une équipe en Afrique du Sud, ce qui pourrait être très intéressant. Mais avant tout, c'est quoi l'objectif pour le baseball majeur d'avoir la World Baseball Classic? Ben, c'est évidemment qu'on veut une croissance des revenus dans des marchés cibles. Parce que on n'a pas des vedettes nécessairement dans tous les marchés. On s'entend, là, il y a des joueurs qui ont des descendances, fait que ça fait des équipes. On est capable de placer des joueurs pour avoir un calibre qui est quand même assez relevé. Mais c'est quand même de plus en plus intéressant de voir que les revenus internationaux sont en pleine croissance pour la Ligue de baseball, ce qui est quand même très, très, très bon. Puis, on a même pu voir qu'il va probablement se développer un petit partenariat entre Nespresso et le baseball, juste à cause que l'équipe de l'Italie a amené une machine à Nespresso sur le banc. C'était très drôle de voir Francisco Cervelli servir ça à ses collègues, à ses joueurs aussi. Fait que c'était quand même quelque chose qui était très intéressant. Il y a 16 équipes qui sont choisies au classement. Là, messieurs, l'équipe canadienne, d'après vous, au niveau du classement de la WBSC, c'est quoi, d'après vous? On est-tu dans les bons ou on est dans les moins bons? Ouais, écoute, là, il y a tout un débat. On va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais écoute, regarde, le Canada, c'est toujours, moi, à mon époque, là, on a réussi à se classer 5, 6, 7e au monde dans les Jeux panaméricains, Jeux olympiques, championnats du monde. Ça a évolué beaucoup, mais il y a du travail à faire encore au Canada, c'est clair, là, parce qu'on voit qu'il y a des pays, tu as parlé des pays d'Europe, il y a des pays qui s'améliorent constamment, là. Évidemment. Absolument. Alors, tu sais, moi, j'ose croire qu'on a les infrastructures, oui, même si on est un pays du Nord, on a des infrastructures, on a la qualité des entraîneurs, on a de quoi être parmi, selon moi, les 8 meilleurs pays au monde. Mais là, maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Oui, je dirais dans les 10, Marc. Puis, écoute, il y a des évidemment, tu as des puissances. Tu peux parler des États-Unis, tu as de l'Amérique latine. Là. On va parler de, regarde, tu peux en nommer presque 4. République dominicaine, c'est en avant, c'est sûr. Porto Rico, Cuba, évidemment, ça dépend qui tu prends comme Cubain. Il y a 4 pays qui se démarquent là, dans les Antilles. Tu peux ajouter là-dedans la Colombie, le Nicaragua, qui ont des... tu comprends? Mexique, puis le l'Asie. Mexique. Puis tu as 3 pays en Asie qui se démarquent, évidemment. Taïwan, Japon. Fait que tu sais, tu es déjà rendu à pas loin de 10 pays. Le Canada est probablement à la limite là-dedans d'être dans la dizaine. Il n'y a pas des pays européens, malgré toute la bonne volonté des Pays-Bas puis d'Italie. 2 pays où on a des ligues semi-professionnelles, mais la culture baseball, tu comprends, n'est pas encore là. L'Espagne commence à avoir des programmes intéressants, puis le gros avantage que l'Espagne peut avoir, ben, c'est qu'on peut importer des entraîneurs avec la langue, tu comprends, de la langue du pays. Fait que c'est pas un problème. Si jamais on décide d'avoir une Ligue nationale, ce ne sera pas un problème d'ajustement à cet égard-là pour l'Espagne si on s'en va là. Je trouve qu'il y a un bon potentiel de ce côté-là. L'Australie a déjà eu de très bons joueurs. Là, je ne sais pas ce qui se passe exactement. L'Australie, on pourra en parler tantôt, qui a failli faire tomber le monstre japonais. Donc, mais au niveau canadien, écoute, ça aussi, regarde, on pourra avoir une émission complète sur ce qui se passe avec le Canada. Je pense qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, parce que si
l'Amérique latine va aussi bien, c'est pas en raison des moyens. Oui, on en a, mais on n'a pas les moyens même que le Canada a. C'est juste que la culture là-bas et l'aspect social. Ça, j'en avais parlé quand je suis allé en République dominicaine, fait en sorte que les jeunes ont le goût de jouer au baseball, pas juste parce que, oui, on a des modèles, mais aussi parce que c'est une façon de se sortir du trouble financier dans lequel les familles sont. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que le Canada est peut-être derrière certains pays, mais je pense qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a. Oui, puis au niveau des points, on se retrouverait en ce moment autour du 20e rang, Oui. derrière la Chine et l'Allemagne qui sont pas dans Ouais. la classique actuellement. Fait que oui, je pense qu'on peut faire mieux. Si on vient au niveau de la structure financière, la classique de baseball, c'est une entité qui est co-détenue par la Ligue et par l'Association des joueurs, ce qui est quand même très, très, très intéressant. On l'a dit tout à l'heure, le but, c'est d'étendre le marché un petit peu partout. Donc, ça profite tant aux joueurs qu'à la Ligue directement. J'ai une sous-question pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est anodin que la classique arrive moins d'un an avant le renouvellement de la convention collective? Écoute, je vais répondre. Je pense qu'on veut le faire aux 3 ans. Moi, honnêtement, à prime abord, je n'y vois pas de lien. J'en ferai un plus avec les Jeux olympiques de 2028 qui ont lieu à Los Angeles. Mais bien franchement, je pense qu'on veut établir ce tournoi-là aux 3 ans. Et écoute, j'ai beau fouiller, puis honnêtement, moi, personnellement, je n'en vois pas. Là. Bon, écoute, peut-être pas de la convention collective, quoique, bon, c'est peut-être un heureux hasard ou malheureux, c'est selon quel côté vous êtes. Mais si l'association des joueurs est impliquée, donc, comme tu le mentionnes, Jean-Michel, c'est quoi le problème des assurances? Parce que là, t'as comme Porto Rico qui était copé par des gars comme Carlos Correa, par entre autres choses. Lindor a été blessé, mais ça reste qu'il y a eu des problèmes d'assurance. Puis là, il y a un paquet de pays quand même qui manque quelques joueurs de qualité, là, finalement. Là. Ben oui, puis en fait, c'est rendu assez simple. Ça revient encore avec le lien avec l'association des joueurs et le baseball majeur, c'est que chacun veut protéger ses actifs. Ça devient quand même assez évident. Avec la compagnie d'assurance qui est un courtier là, qui protège tout ça, ben, il y a eu un gros resserrement au niveau des règles. Donc maintenant, on passe à la règle des 37 ans. 37 ans, là, il y a énormément de joueurs qui se sont vus refuser l'accès à cause de ça. Il y a une clause qui appelle les blessures chroniques. Donc, si un joueur a passé plus de 60 jours sur la liste des blessés, c'est chronique, mais aussi simple qu'un simple nettoyage du coude, comme plusieurs joueurs, des fois, se font faire de manière préventive dans l'entre-saison, ben, tu étais disqualifié par défaut. Et ça, ce qui est surprenant, c'est que ça n'avait pas été communiqué. Il y a manqué d'informations parce que c'est certain que des joueurs, des agents des équipes auraient probablement joué ça différemment. Puis, ben, là, ça devient malheureux, mais il y a aussi des joueurs que c'est des règles actuariales quand on vient avec des assurances. Puis, à un moment donné, ben, il y a des joueurs que c'est vraiment leur contrat professionnel qui était trop élevé à pouvoir assurer. Puis, ben, si les propriétaires ont un historique d'avoir été, dans certains cas, gentils et généreux, si on pense à Miguel Cabrera que les Tigers avaient accepté d'assurer eux-mêmes en 2023, ben les propriétaires ont un veto, puis ben là, on est allé du côté du non là, pour plusieurs joueurs dans la dernière convention, puis dans la dernière année pour la classique. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup d'équipes que ça l'a touché. Là, vous avez nommé tout à l'heure, on a parlé Porto Rico. Mais tu sais, Porto Rico, là, ce qui est d'autant plus, je veux pas dire dramatique, c'est parce que c'est un des sites hôtes de la classique en plus. Fait qu'à quelques semaines, ben là, il y a même des gens qui commençaient à dire, ben peut-être qu'on n'ira pas, on ne présentera pas. Ben c'est parce que c'était un pays hôte en plus. Fait que ça devenait quand même assez compliqué là, en termes de structure. D'après vous, les joueurs les plus... je vous laisse nommer peut-être les joueurs les plus performants qu'on aurait peut-être pu voir et qu'on n'aurait pas vu, vos déceptions, en fait.
Bon, écoute, je pense que Mike Trout aurait aimé ça y retourner. Bon, là, on connaît un peu l'historique de Mike Trout. Là. À un moment donné, il falloir qu'il joue quelques matchs de plus avec les Angels. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un gros nom, évidemment, qui est très vendeur. On a parlé de Carlos Correa tantôt. Ben, en fait, Avi Baez, tu sais, t'as Lindor, Baez, Correa, là, qui ont fait la pluie et le beau temps dans le baseball majeur, qui ont des mains incroyables, qui donnent un bon spectacle. Alors, c'est sûr que ce sont des gros noms là, qui viennent en tête rapidement. Là. Ben oui, puis tu sais, si on compte, tu sais, il y a beaucoup de joueurs portoricains dans ce que tu viens de nommer, là, mais tu sais, aussi, il y avait des questionnements beaucoup avec José Berrios, Victor Carantini, Alexis Diaz et Emilio Pagan, puis même, tu sais, des joueurs qu'on voit pas mal moins, que ça fait longtemps qu'ils ont joué dans les majeurs, comme Yaxel Rios. Fait que c'est sûr que ça devient une équipe qui est très handicapée, là, on va se le dire. On espère que ça sera à l'avantage du Canada. On va en avoir de besoin là, dans les prochains matchs. Quelque chose que la Ligue a fait de nouveau, qui est vraiment, je veux dire, on peut appeler ça un petit fail puis une victoire en même temps pour la Ligue, c'est que maintenant, les droits de diffusion, c'est le premier test de la Ligue majeure de baseball avec Netflix, mais sur un marché local seulement. Fait que la deuxième endroit où le baseball est le plus populaire, au Japon, la Ligue a donné les droits de diffusion à Netflix pour le Japon. Mais je ne sais pas à quel point le baseball savait le tollé que ça ferait. Avez-vous entendu parler un petit peu du tollé que ça fait en ce moment là-bas? Parce que Netflix ne peut pas être diffusé. Ouais, vas-y, Jean-Michel. Netflix ne peut pas être diffusé dans les bars là-bas parce que c'est un outil à usage personnel. Ce qui fait que, bon, on va se le dire, là, il y a déjà des bars qui ont décidé de faire fi de ça puis de le présenter quand même, vivront avec les sanctions ou pas. Mais il y a énormément d'endroits sportifs qui ont commencé à faire des promotions où viens avec nous puis tu le regarderas sur ton propre appareil parce que tu peux le regarder sur ton téléphone Netflix quand même. Fait que c'est quand même, au niveau marketing, une espèce de... Je veux pas dire une erreur parce que je pense que c'est très bon pour la Ligue, c'est très bon pour rejoindre les gens. Il y a beaucoup de monde qui ont accès à Netflix au Japon. Mais en même temps, ben c'est sûr que pour les bars, pour les tenanciers, c'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile. Écoute, je peux pas dire que je suis surpris, Jean-Michel, juste un petit commentaire, parce que le monde de la télédiffusion là, change à vitesse grand V. Moi et Marc, on s'en parle souvent. Puis je pense qu'il va y avoir des essais-erreurs au cours des 5 prochaines années principalement. C'est clair, les gens délaissent la télé. Dans 10 ans, est-ce qu'il va y avoir encore du câble? J'en doute. Donc, d'ici à ce que tout soit stabilisé, là, je pense qu'il va y avoir des bonnes décisions, il va y en avoir des mauvaises. Il va falloir s'ajuster en cours de route. Je pense que c'est ça qui va arriver. C'est le consommateur, au bout du compte, qui va décider dans quel côté ça va aller. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc, mais la Classique mondiale surpris, était quand même une belle plateforme pour faire ce essai-erreur-là, finalement. Ben oui. Ouais. Absolument. Ouais. Puis je veux dire, Netflix veut se lancer dans le sport, c'est très évident. Le sport demeure quand même encore aujourd'hui une des dernières choses qu'on regarde en live, donc on est capable d'asseoir plusieurs personnes à regarder en même temps, simultané, un événement. Fait que c'est sûr que pour les plateformes, ça devient quand même très intéressant, et que ce soit Apple, Amazon Prime, Netflix, et Disney et autres, il y a un très beau marché pour aller là. Dernière thématique rapide, messieurs, pour vous, là, parce que la dernière classique, ça avait fait beaucoup parler, là, les jerseys des différentes équipes, là, bon, il y en a beaucoup qui ont parlé de paresse graphique. Il y en a d'autres qui étaient outrés parce qu'on n'utilisait pas vraiment la culture dans les chandails. Mais c'est sûr que pour la prochaine classique ou pour les Olympiques, espérons que il y aura des gens qui sont quand même assez astucieux au niveau du design pour faire mieux, là. Les chandails de la Grande-Bretagne, on s'entend, c'est pas un mastodonte du baseball, mais c'est quand même,
sais, ça a l'air fait parce que, tu sais, on aurait pu tous les quatre faire quelque chose de mieux, je Ben, pense, en 10 minutes. ça me surprend beaucoup. Tu sais, c'est quand même Nike là, tu sais, qui est là-dedans, qui est derrière ça. Moi, ça me surprend qu'on laisse aller, tu sais, de façon très simpliste ces uniformes-là, alors que on parle de vitrine, de popularité en ce moment, tu sais, comme à quelque part, c'est extraordinaire. Puis là, ben, on arrive avec des uniformes, on va se le dire, quand même assez ordinaires, là. Oui, puis la logistique derrière tout ça. Moi, j'ai pas de misère à croire que on est pressé dans le temps pour faire ça, parce que le plus gros problème probablement pour la World Classic au niveau des uniformes et de la marchandise, c'est que ben, la majorité des gens qui ont commandé leurs habits dans le mois de février vont avoir tout ça uniquement à la fin de la World Classic ou dans le mois d'avril. Ce qui est quand même décevant pour les gens qui ont commandé et qui sont pas dans les stades pour en acheter. Donc, espérons que la classique saura faire mieux pour la prochaine édition. Mais c'est sûr que ça arrive toujours, ce genre de choses-là. Mais je pense qu'on pourrait apprendre de certaines erreurs. Ça serait bien intéressant. Ben, chose certaine, messieurs, là, je pense que ce qu'on peut quand même retirer jusqu'ici de la classique mondiale, c'est que c'est extrêmement populaire. Puis on voit à quel point dans des pays où parfois même tu as l'impression que le baseball n'est pas si populaire, ben, il y a un engouement. Il y a certainement un engouement, là, puis pas juste aux États-Unis, puis dans les gros marchés. Fait que ça, je trouve ça très, très rafraîchissant. Merci beaucoup, Jean-Michel. Très intéressant. On se reparle lors de notre prochain balado. Merci, messieurs. À bientôt.